Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. En quelle année vivez-vous? Question étrange, allez-vous dire. Bien sûr, nous vivons en France, en l'an de grâce, si j'ose l'expression, 2008. Détrompez-vous. Vous ne vivez nullement en France et nullement en 2008. Vous vivez en 1986 en Union soviétique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'histoire de l'Union soviétique de cette époque et l'histoire de France d'aujourd'hui se ressemblent étrangement. 1985, c'est l'arrivée au pouvoir en Union soviétique de Mikhaïl Gorbatchev. Qui est Gorbatchev? Un homme du système, nourri, élevé dans le sérail, promu dans le sérail, qui est beaucoup plus jeune que tous les gérontocrates qui gouvernent l'Union soviétique depuis longtemps, et qui est chargé, avec leur bénédiction, de donner un coup de plumeau au système pour le rendre acceptable. Que fait-il? Il annonce la perestroïka et la glasnost. La perestroïka, c'est la restructuration économique, et la glasnost, c'est la transparence, la liberté d'expression. Révolution, allez-vous dire. Révolution, on peut peut-être penser les Russes, j'allais dire les Soviétiques, en tout cas les Russes pour l'essentiel, et les autres nationalités comprises dans l'Union soviétique, mais en réalité, ceux qui avaient un peu d'expérience avaient très bien compris ce dont il s'agissait. Il s'agissait simplement de rendre le système acceptable et donc de le maintenir. D'ailleurs, Gorbatchev lui-même avait dit qu'il ne s'agissait pas de mettre le système par terre, mais de prendre le château. Et c'est très exactement ce qu'il a fait. Et donc, il met en œuvre ses restructurations et sa transparence. Naturellement, il ne touche en rien au fondement du système. Et quelques années plus tard, l'effondrement se produit tout simplement parce que ce n'est pas d'un coup de plumeau que le système avait besoin, mais d'une véritable explosion et d'un outil qui le renverrait aux oubliettes de l'histoire. La France est exactement dans la même situation, même blocage, même administration pesante, même impossibilité de faire bouger quoi que ce soit, même système écrasant, même administration omniprésente et omnipuissante, bref, tout un système qui rend l'exercice d'une activité quelconque, activité économique, activité culturelle, activité sociale, quasi impossible, car rien ne peut bouger. Arrive Nicolas Sarkozy. 2007, 1985, 2007, et un an plus tard, nous y sommes. Qu'a fait Nicolas Sarkozy? Il a donné un petit coup de plumeau. Et ce petit coup de plumeau n'a rien changé d'absolument essentiel. Qui peut me dire à quel point sa situation a été améliorée? Qui peut me dire que les charges sont moins fortes, moins lourdes, que les dépenses sociales ont diminué, que l'immigration s'est réduite, que l'ensemble du système est moins pesant, que l'administration est moins insupportable? Personne ne peut le dire, personne de bonne foi. Eh bien, c'est là qu'arrive le deuxième volet, la grande réforme de la Constitution. Glasnost, perestroïka. Cette réforme est destinée à quoi? Eh bien, à rendre le Parlement plus à même de contrôler réellement l'exécutif, plus à même également de proposer lui-même des réformes, plus à même, de façon générale, de vivre de façon démocratique. Et puis, il introduit une réforme absolument incroyable, extraordinaire, le droit pour le citoyen de saisir le Conseil constitutionnel de l'incompatibilité d'une loi avec la Constitution de la République française. Alors là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, car ceux qui connaissent les lois de la République savent que sur les milliers et les milliers de lois, il n'y en a pas beaucoup qui soient conformes à la Constitution et notamment aux grands principes de la Constitution. Bref, si l'on en croit le texte de cette réforme, cela signifie que la République française va littéralement exploser pour le plus grand bien du citoyen qui verra enfin ses droits fondamentaux reconnus. Alors évidemment, quand on le présente comme ça, on se dit, mais de deux choses l'une. Ou Sarkozy est complètement fou de proposer quelque chose de ce genre, car il va évidemment se retrouver avec un État en lambeaux entre les mains, ou bien alors c'est qu'il fait semblant, ou alors peut-être, troisième hypothèse, il est inconscient.
Je vous laisse choisir l'hypothèse qui vous paraît la meilleure. En ce qui me concerne, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un vœu pieux sans aucun doute, d'une inconscience en ce qui concerne les conséquences ultimes, mais surtout d'une grande conscience de ce qui se passera, c'est-à-dire rien. Je vais vous prendre un exemple. Actuellement, vous pouvez parfaitement, sur une loi qui vous paraît mauvaise, et notamment mauvaise et contraire aux dispositions européennes, par exemple, qui sont quand même très importantes dans la mesure où elles s'imposent au droit national, vous pouvez parfaitement, au terme d'un parcours judiciaire qui peut être bref d'ailleurs, car un tribunal de première instance peut parfaitement saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice, mais enfin, cette question préjudicielle est de droit, et je précise pour ceux qui ne sont pas juristes que préjudicielle signifie simplement que la question posée est destinée à éclairer le droit avant que le tribunal ne rende la justice. Donc, il y a dans le traité européen une disposition qui rend la question préjudicielle obligatoire lorsque la dernière instance consultée, c'est-à-dire la Cour de cassation ou le Conseil d'État, sont saisis du problème. Je peux vous donner une expérience personnelle, qui ne me concerne pas personnellement, mais qui concerne des affaires dont je m'occupe. Nous sommes arrivés à la Cour de cassation, à qui nous avons demandé de poser la question préjudicielle. La réponse a été pourvoi non admis, car il faut savoir qu'il y a un filtre. Alors, vous tombez là sur des magistrats qui effectuent leur tri entre deux cafés, sans doute, je ne sais pas, ou entre deux roupillons peut-être. Enfin bref, ils sont beaucoup plus conscients que cela. En réalité, ils trient tout ce qui dérange. Et donc, vous arrivez à ce qu'un traité international signé par la France ne soit même pas respecté. Alors, que va-t-on faire dans le cas de ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire la possibilité pour le citoyen de saisir le Conseil constitutionnel? Eh bien, il y a un filtre. Et le filtre, je vous le donne Émile, comme disait Coluche, la Cour de cassation ou le Conseil d'État, qui lui aussi a bien entendu un filtre. C'est dire que si vous voulez vraiment poser au Conseil constitutionnel une question, il va falloir que vous passiez par beaucoup d'étapes. Et comme le disait Einstein très justement, comme on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, il est bien évident que ce n'est pas avec les magistrats de la Cour de cassation ou ceux du Conseil d'État ou ceux de n'importe quelle autre structure qu'on va régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes contribué à poser, dans la mesure où finalement le citoyen est presque toujours l'oublié des juridictions, celles-ci étant bien entendu au service essentiel de l'État. Donc cette réforme pour laquelle M. Sarkozy s'est dépensé sans compter est en réalité un coup d'épée dans l'eau, alors même que c'est une réforme fondamentale si elle était appliquée. Alors bien entendu, certains vont dire, mais vous lui faites un procès d'intention. Non, ce n'est pas à lui que je fais un procès d'intention, c'est au système, et ce ne sont pas des intentions, ce sont des faits. Le système fonctionne comme ça, il n'a jamais appris à fonctionner autrement, et par conséquent, il continuera de fonctionner de la même manière. La raison pour laquelle je suis aussi sévère à l'égard de cette réforme, c'est tout simplement qu'elle n'a pas été précédée par la réforme qu'il aurait fallu faire et qu'il faut toujours faire, celle des prélèvements obligatoires. Si vous voulez que le citoyen agisse en citoyen, il faut lui rendre la libre disposition du maximum de ce qu'il gagne ou de ce qu'il perçoit. Naturellement, on ne récuse ni l'impôt ni les dépenses sociales dans la mesure où elles sont justifiées, mais arriver à des dépenses publiques qui atteignent 54% du produit intérieur brut, c'est vraiment arriver au stade de la spoliation pure et simple, surtout qu'à ces dépenses, prélèvements obligatoires et dépenses publiques, s'ajoutent ce qu'on appelle les dépenses contraintes, celles auxquelles on ne peut pas échapper, et vous les connaissez évidemment tout aussi bien que moi, c'est-à-dire les dépenses d'assurance diverses, les dépenses de logement, bien sûr, de nourriture, bref, tout ce qui fait que le citoyen français ne dispose plus de rien lorsqu'il arrive au terme de son parcours obligé. Voilà ce qu'il aurait fallu changer, car un citoyen qui se libère par l'argent dont il dispose, par la marge de manœuvre dont il dispose à ce moment-là, par sa moindre dépendance à l'égard de l'État, est un citoyen qui peut faire valoir ses droits. Mais un citoyen qui finalement a la tête dans le guidon ou sous l'oreiller, comment voulez-vous qu'il aborde
encore un interminable parcours judiciaire pour faire valoir un droit dont il sait qu'à l'arrivée, il ne sera même pas respecté par l'administration qui se moque comme de Colin Tampon de tout ce que la justice peut bien décider dans la mesure où elle n'a pas décidé elle-même de le faire. C'est le système français, c'était le système soviétique, et ce système ne peut pas être amélioré au stade où il en est, sauf par un très grand réformateur, mais il n'y en a pas actuellement en France dans les allées du pouvoir. Bien sûr, il nous faudrait un Reagan, il nous faudrait une Margaret Thatcher, il nous faudrait quelqu'un qui sache que ces réformes sont fondamentales et qu'elles sont à la base même de la démocratie. Faute d'avoir ces grandes personnalités, eh bien, il faut laisser le temps à la France de les découvrir à travers les nombreuses difficultés qu'elle va connaître maintenant et qu'elle connaît déjà, bien sûr, et notamment face aux rêves fracassés qu'aura été telle ou telle réforme, telle ou telle mesure, qui, n'étant pas assortie des préalables que j'ai indiqués, n'a pas la moindre chance de réussir. Alors, bien entendu, tout le monde parle aujourd'hui de Jack Lang qui aurait permis l'adoption de cette réforme, ou les socialistes le vouent hégémonie. Tout cela est une comédie sans intérêt. Ce qui compte pour les gens du pouvoir, quel qu'il soit, c'est que le pouvoir se maintienne et que leur situation privilégiée se maintienne aussi. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à lutter pour de véritables réformes, la première d'entre elles, les premières d'entre elles étant la réforme du système social et bien entendu la réforme du système fiscal. Car parmi les règles et les mesures qu'il aurait fallu prendre, il y en avait une qui était fondamentale, l'abrogation du code fiscal. Car enfin, le code de la fiscalité est vraiment celui qui est en quelque sorte le code pénal des Français. C'est celui qui oblige les Français à subir les foudres d'une administration fiscale qui ne considère rien d'autre que l'intérêt des finances de l'État et qui finit elle-même par assécher les finances à force d'assécher ceux qui sont censés les nourrir. Et puis, bien entendu, il y a aussi cette fameuse réforme sociale pour laquelle nous militons depuis longtemps et qui vient de trouver un élément de plus. Vous aurez pu voir en consultant le site claudereichmann.com que la Révolution bleue a mis cette semaine en vedette, si je peux dire, ou en triste vedette, le Comité national d'éthique qui, par la voix de son vice-président, a déclaré à l'hebdomadaire Le Point, lequel a publié cela sans la moindre critique, que désormais, étant donné le coût des médicaments, il allait falloir choisir, et plutôt que de soigner en vain, disent-ils, mieux vaut soigner un père de famille de 40 ans actif qu'une personne âgée qui perd un peu la tête. Extraordinaire et monstrueux. Qu'un journal publie cela, c'est normal. Il rend un grand service à la démocratie, car il faut savoir ce que pensent les gens du Comité national d'éthique. En tout cas, son vice-président s'exprime ès-qualité, et c'est ce qu'il dit. Et en même temps, qu'un grand journal puisse publier de telles monstruosités sans les assortir de la critique nécessaire, c'est vraiment un signe de dégradation absolument incroyable. Et c'est ce qui attend les Français. Les Français d'un certain âge savent maintenant à quel sort on les voue. Il faut qu'ils sachent que désormais pour eux, tout sera trop cher. L'hôpital, le médicament, l'assistance, bref, ces gens n'ont plus qu'à disparaître et on nous retrouve une thèse qui avait défendu en son temps M. Attali et qui avait été largement dénoncée. Mais tout ceci est le fruit du système de sécurité sociale. La sécurité sociale ne fonctionne plus que pour elle-même, et par conséquent, tous ceux qui dérangent, pardon, je m'en étrangle, qui dérangent son fonctionnement harmonieux, sont des gens qu'il faut éliminer ou laisser éliminer. Alors, bien entendu, je ne voudrais pas vous laisser simplement sur ces considérations pessimistes. Elles ne le sont que dans la mesure où vous ne bougerez pas. Sur cette affaire du refus des soins aux personnes âgées, nous pouvons mobiliser les Français. Alors, faites-vous les propagandistes de la mauvaise nouvelle et aussi de la bonne. Annoncez aux Français ce qui les attend, annoncez aux personnes âgées, annoncez aux gens qui ont encore un peu d'affection et de considération pour les leurs, ce qui attend leurs parents, leurs grands-parents, si l'on maintient ce système, et vous verrez que se dresseront à un moment ou à un autre, et plus tôt que plus tard, je l'espère, les Français indignés de ce système et réclamant son abolition. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous laisse sur ces considérations. Je vous demande de garder bon courage, car nous allons avoir besoin de courage pour réformer la France. À bientôt. Vive la France.